je vais vous montrer la procédure à suivre, et cette procédure, vous la suivrez tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. D'accord? Voilà, celle-là, c'est la procédure générale, la synthèse de la procédure, c'est comme ça qu'il faut faire. Et celle-là, vous l'aurez en tête, vous allez tellement travailler dessus, de toute façon, vous l'aurez en tête. Alors, il y aura, vous verrez, dans le monde réel, ou dans le cadre d'un examen ou d'un cas pratique, ça, c'est la procédure complète. Il y aura quelquefois des étapes que vous chanterez, parce que, adaptée au cas, ben, cette étape-là, elle n'est pas utile. D'accord? Mais je vous donne, moi, la procédure qui est universelle à suivre. Alors, première chose à faire, établir l'organigramme de production. Je vous rassure, dans le cours, vous avez bien sûr la synthèse écrite en long, en large et en travers. Hein, ne vous inquiétez pas. Donc, d'abord, on établit l'organigramme de production. On va le voir. Qu'est-ce que ça veut dire établir un organigramme de production? C'est de faire un schéma qui explique le cheminement suivi pour arriver au produit fini. Ensuite, vous devez effectuer le tableau de répartition des charges indirectes. Donc ça, on le fera, on aura un cours dessus. Donc, organigramme de production, tableau de répartition des charges indirectes. Ensuite, coût d'achat des matières et fournitures achetées. D'accord? Coût d'achat des matières et fournitures achetées. Ensuite, fiche de stock des matières et fournitures achetées. Ensuite, coût de production des produits semi-finis, si dans l'entreprise, il y a des produits semi-finis. Fiche de stock des produits semi-finis. Ensuite, coût de production des produits finis. Ensuite, fiche de stock des produits finis. Ensuite, coût de revient des produits finis vendus. Ensuite, résultat analytique. Voilà la procédure à suivre. Et ensuite, on en rajoutera d'autres encore, mais disons que celle-là, c'est la base pour arriver au coût de revient. Et nous l'adapterons, bien entendu, à chaque cas de figure. D'accord? Donc, cette procédure, écoutez-moi bien, toujours pareil, de toute façon, c'est toujours pareil. Là, l'avantage, et ensuite, écoutez-moi bien, c'est qu'avec les autres méthodes que je vais vous enseigner, les autres méthodes de calcul de coût de revient, de type traditionnel, c'est-à-dire, nous verrons, les coûts complets, les coûts variables, les coûts spécifiques, l'imputation rationnelle des charges fixes et les coûts marginaux, ça, ces 5 méthodes-là, vous utiliserez la procédure que je vous donne là. Les 5, c'est pareil. Il y a d'autres méthodes dites nouvelles pour calculer les coûts. Ça s'appelle la méthode ABC, la méthode des coûts par activité, que nous verrons par la suite, qui, elle, est un petit peu spécifique. Mais les 5 méthodes dites traditionnelles, vous passerez par le même cheminement. On est d'accord? Alors, l'organigramme. Pourquoi l'organigramme est si important? Parce que, évidemment, je prenais en aparté tout à l'heure un exemple. Imaginez que vous soyez au service contrôle de gestion de chez EADS et on vous demande de calculer le coût de revient d'un Airbus A380. Est-ce que vous comprenez que, quelle que soit votre intelligence, je n'en doute pas, bien entendu, est-ce que vous comprenez qu'il est impossible à un être humain, tout seul, de calculer ce coût de revient? Pourquoi? Pour une raison simple, on va dire une des plus simples, c'est parce qu'il ne peut pas avoir en tête tout le processus de fabrication devant la complexité. Donc, il n'y a rien à faire. À un moment donné, dans le monde réel, c'est souvent le bureau d'études qui fait ça, qui commence à vous faire l'organigramme. Vous savez, vous l'avez souvent vu, avec des éclatés d'un objet, parce que comme ça, on voit un éclaté de l'objet, et comme ça, on voit, là, il y a 3 vis de machin. Ou quand vous allez... mademoiselle, acheter des meubles dans une entreprise suédoise le samedi après-midi où il n'y a personne, enfin c'est un plaisir, n'est-ce pas? Donc, et que vous avez le mode d'emploi, qu'est-ce que c'est ça? En fait, un contrôleur de gestion va à un moment donné ou à un autre se servir de ce document parce qu'il va savoir que pour ce meuble, ça revient, il y a le morceau de bois, il y a ce que l'on colle sur les côtés, il y a tant de pieds, il y a tant de vis, il y a tant de morceaux en plastique pour pas que ça raye le parquet, etc., etc. Vous voyez ça? Nous, on va faire la même chose, une sorte d'organigramme de la même façon. Et il est évident
que les organigrammes peuvent être d'une complexité immense. D'accord ? Des organigrammes, d'ailleurs, souvent dans le monde réel, quand ça devient très complexe, on ne voit que des morceaux d'organigrammes, on ne voit jamais l'ensemble. Bien sûr, dans le cadre d'un examen, en général, ça reste à l'échelle, on va dire, évidemment, humaine. Quelquefois même, dans l'énoncé, en annexe, on vous fournit l'organigramme de production pour vous aider tellement déjà, hein, sans rentrer dans la difficulté extrême, quand déjà c'est un petit peu compliqué. Oui, par exemple, vous allez comprendre, si vous ne faites pas d'organigramme, et vous le verrez avec l'exemple que nous allons voir tout à l'heure, et qu'une entreprise achète plusieurs catégories de matières premières, mais que ces matières premières ne rentrent pas toutes au même moment dans le même atelier. Je ne sais pas, la matière première 1 et 2 rentrent dans l'atelier 1, puis la matière première 3, elle rentre dans l'atelier 2. Mais attendez, si vous ne faites pas l'organigramme, je vous garantis que vous ne saurez plus à quel moment je dois intégrer le coût d'achat des matières 1, 2 et 3. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc l'organigramme sert à cela. Et l'organigramme, bon, ce que je vais dire, c'est un vœu pieux depuis 25 ans, je me tue à expliquer ça aux étudiants. L'organigramme, il est tellement important que vous devez l'avoir sous les yeux en permanence pendant toute votre épreuve pour savoir à quel endroit vous vous situez dans le cheminement du processus de fabrication. Pourquoi je dis un vœu pieux? Encore une fois, j'ai beau le répéter, tout le monde s'en fout. Personne ne fait d'organigramme et tout le monde y va direct. Et donc tout le monde y va direct dans le mur. Oui, non, mais c'est pas la peine, je suis un génie. Ça, je le saurais déjà, vous voyez, je l'aurais déjà compris. D'accord? On est comme tout le monde, on n'est pas des génies, d'accord? En plus, surtout dans le cadre d'un examen où on est stressé, on a un temps, etc., etc., il vaut mieux faire ça. Et quelquefois, même, je vais vous le dire comme ça, même si l'organigramme est très simple, parce que quelquefois c'est pas compliqué, il ne faut pas non plus exagérer, mais vous l'avez à côté de vous, et vous l'avez tout le temps, comme ça vous savez où vous en êtes. Simplement, vous allez voir avec l'exemple, il faut que sur l'organigramme, on soit quand même précis. Pas n'importe quoi, pas fait, comment vous dites, à l'arrache. Non, pas à l'arrache. Correctement, on se le fait. Encore une dernière fois, même si ce n'est pas demandé explicitement le jour de l'examen. Vous le faites et vous le mettez de côté. Et vous l'avez tout le temps sous les yeux. Comme ça, vous saurez à quel stade. Quand vous ferez les cas pratiques, au fur et à mesure, vous comprendrez pourquoi je vous dis ça. Jamais pour vous embêter, c'est juste pour vous aider. On est d'accord? Donc, on a dit l'organigramme, 1, s'il n'est pas fourni. 2, tableau de répartition des charges indirectes. On fera un cours rien que là-dessus. Ensuite, coût d'achat des matières et fournitures que l'entreprise achète. Ensuite, fiche de stock des matières et fournitures, si l'entreprise les stocke, on va voir ça. Coût de production des produits semi-finis, s'il y en a. Fiche de stock des produits semi-finis, coût de production des produits finis, fiche de stock des produits finis, coût de revient des produits finis vendus et résultat analytique. C'est ça la procédure. Par la méthode des coûts de revient dits traditionnels et complets en particulier. D'accord? C'est ça. C'est comme ça que nous allons procéder. Pour faire ces calculs, il va falloir que l'on obtienne des informations. Petite parenthèse, c'est probablement dans le monde réel un des problèmes les plus importants et les plus récurrents dans le monde réel du contrôleur de gestion, c'est d'obtenir les informations dont il a besoin. Je m'explique. Bien entendu, il y a une source qui, elle, ne pose pas de problème majeur pour un contrôleur de gestion, c'est d'obtenir des informations concernant un chiffre d'affaires, concernant des charges ou certaines charges, c'est de se fier à la comptabilité générale. Présenté différemment, ça veut dire qu'un contrôleur de gestion est forcément en relation très étroite avec l'expert comptable ou les services comptables de l'entreprise, parce que, par exemple, il va demander j'aurais besoin du chiffre d'affaires de telle activité dans l'entreprise. Ben, lui, ça ne va pas lui tomber tout seul du ciel. D'accord? Donc, il va demander au service comptable qui va lui fournir l'information. Est-ce qu'on est d'accord? Deuxième digression à l'intérieur. Ce qui veut dire que si, dans l'exemple précis,
le contrôleur de gestion veut, par exemple, le chiffre d'affaires de telle activité à l'intérieur de l'entreprise, il va donc demander au comptable, mais le comptable ne pourra lui dire qu'à une condition, c'est d'avoir enregistré comptablement dans un des sous-comptes, par exemple, du 707. Ça y est, vous commencez à comprendre le problème. C'est-à-dire que le contrôleur de gestion, en fait, encore une fois, tout seul, il ne peut rien faire. Il est obligé, il est toujours en relation avec d'autres services de l'entreprise. Et voilà pourquoi le contrôleur de gestion, par exemple, quand c'est mis en place dans une entreprise, va aller embêter le comptable en lui disant « Ah non, non, maintenant, tu n'enregistres plus, par exemple, en 701, tout comme d'habitude. Maintenant, je souhaite 701 01, c'est tel type de produit, 701 02, c'est tel autre type de produit, parce que moi, si je veux calculer le coût de revient et le résultat sur ce produit-là, j'ai besoin du chiffre d'affaires de ce produit-là, et pas dans 6 mois, immédiatement. Si ça a été enregistré correctement, il suffit de sortir le grand livre ou de sortir le compte sur le logiciel, et on l'a, boum, à la seconde. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, vous voyez, vous commencez à voir, voilà. Donc, on est d'accord que ces charges, la plupart d'entre elles, sont issues de la compta gênée. Et donc, les charges dont je parle, si tout le monde est d'accord, le comptable, le contrôleur de gestion, ce type d'informations, charges ou produits, issus de la comptabilité, on va les avoir facilement. Mais j'ai besoin d'autres types d'informations, moi, contrôleur de gestion. Et là, c'est un petit peu plus compliqué. Et par exemple, j'aurais besoin, on le verra par la suite, ah oui, mais j'ai besoin aussi du nombre d'heures machines dans tel atelier. Pendant combien de temps les machines ont tourné? Vous voyez que là, la compta gênée, à ce stade-là, ne peut rien pour moi. Est-ce que vous commencez à comprendre? La compta gênée ne peut rien pour moi. Le comptable, il ne peut pas me le dire. Le nombre d'heures que dans tel atelier... j'ai besoin, par exemple, de savoir aussi la consommation d'électricité dans tel atelier. Le comptable, il ne peut rien pour moi. Puisque lui, il reçoit la facture d'EDF ou d'un autre fournisseur, et c'est global. Or, moi, j'ai besoin de savoir le coût de fabrication de ce qui sort de cet atelier-là. Donc, pour avoir le coût de fabrication, intuitivement, vous devez déjà comprendre qu'il faut que je m'intéresse aux charges de cet atelier-là. Et parmi les charges de cet atelier-là, il y a entre autres la consommation d'énergie. Donc, vous voyez, il y a des informations dont nous avons besoin en tant que contrôleur de gestion qui sont assez faciles à obtenir, et puis il y en a d'autres qui sont beaucoup plus complexes. Et pourtant, il nous faut ces informations. Donc, la base au départ du contrôle de gestion, c'est forcément, au départ, on est bien d'accord, la balance comptable dans laquelle on va chercher les informations dont nous avons besoin. Mais on verra au fur et à mesure que ce n'est pas suffisant comme information, il en faut d'autres. Ceci dit, indépendamment des charges de la comptabilité générale, nous, en contrôle de gestion, on va les séparer en charges directes et en charges indirectes, qui sont des notions qui n'existent pas en comptabilité générale, puisqu'en comptabilité générale, on est tous d'accord, charges exploitation financière exceptionnelle. Là, pour l'instant, des charges directes et des charges indirectes.